Alors, la présentation va porter sur les enjeux d'une approche qualité en ingénierie des évaluations. Et comme Samir l'a dit, c'est en lien direct avec le projet Coretet. Et j'attire votre attention aussi sur la page 65 de votre book of abstract. Vous allez voir qu'il y a l'abstract de la présentation qui sera faite tout de suite après dans un des ateliers parallèles, dans le workshop 7 par l'équipe des CEDAP, menée par Najib pour cette présentation, et qui va être alors une illustration d'une série de choses que je vais raconter dans le cadre de cette présentation-ci. Donc c'est intéressant de faire le lien entre les deux et je me permets de le faire maintenant. Je suis prof à Lausanne, à la Haute École Pédagogique, comme Samir l'a dit, mais je suis aussi détaché de mon institution pour être un des experts de l'Université de la Seine, qui est l'université qui coordonne avec Jean-Michel Rigaud le projet Coretet sur la partie, on va dire, nord du projet. Bien, alors, il y aura 6 parties dans ma présentation, mais après ça, revenir sur cette classification de l'enseignement supérieur. 2-3 graphiques intéressants pour montrer ce sujet-là et vous expliquer pourquoi, finalement, Emilio et moi, on est peut-être des experts des ressources intéressantes dans le cadre du projet Coretet. Et alors, je parlerai aussi je donnerai un exemple d'impact de cette massification des étudiants sur les pratiques d'évaluation des enseignants dans l'enseignement supérieur, un exemple qui est frappant. Et puis, j'essaierai aussi quelques mots sur, c'est vrai qu'on parle de culture de l'évaluation. Il y a eu, comme Samir l'a dit, c'était très important, vous savez, ça continue à être une préoccupation importante, et en particulier dans l'enseignement supérieur. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, on est en train de basculer d'une culture de l'évaluation à une culture de la régulation, amélioration continue et de la responsabilisation. Et c'est important d'avoir ça en tête aussi par rapport à tout ce qu'on propose. Et Samir en a dit un mot en parlant de participation active dans le cadre du projet. Il y a une part d'abord d'amélioration continue et de responsabilisation qui est importante par rapport à cette culture de l'évaluation. Et puis alors, il y a un autre élément contextuel qui est important à avoir en tête, c'est l'importance aussi des technologies de l'information et de la communication dans tout ce qui est en train de se passer au niveau des évaluations dans l'enseignement, aussi. Alors d'abord, vous dire un mot sur le fait qu'on est tous, Samir, Emilio, Jean-Michel, Najib, les collègues du CEDAP et encore d'autres collègues de par le monde, en Afrique, en Amérique du Sud, mais aussi en Amérique du Nord, membres, on a une quarantaine environ, membres actifs, membres d'un groupe international de recherche et d'expertise en ingénierie des évaluations. Là, vous avez la traduction en anglais, il y a un site web, abrégé en français, c'est le GIRI. Si vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et on essaie de développer cette approche qualité en ingénierie des évaluations, et en particulier par rapport à ce problème de massification de l'enseignement, c'est une de nos préoccupations au niveau de l'enseignement supérieur. Mais on s'occupe aussi d'évaluation, d'ingénierie des évaluations, par exemple au monde de la formation continue, tout au long de la vie, dans le monde de la formation dans les entreprises, dans les organisations, ça fait partie aussi de nos champs d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ingénierie des évaluations en formation? Déjà, ça, si on l'appelle peut-être de dire un mot là-dessus. Pour nous, dans le cadre du GPF, c'est l'idée que ça concerne la conception, la mise en œuvre et l'analyse de la qualité de dispositifs d'évaluation, qui peuvent prendre la forme de simples techniques qu'on va essayer de mettre en place, ou de dispositifs qu'on pourrait utiliser, par exemple en utilisant les technologies de l'information et de la communication, jusqu'à des systèmes complets d'action dans le domaine de l'évaluation. Par exemple, les CEDAP, les centres d'appui aux évaluations de Samir qui ont parlé tout à l'heure, ce sont vraiment des systèmes complets. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'ingénierie des évaluations aujourd'hui. Ça regroupe toute une série de champs de disciplines différents. Alors, ce qui nous caractérise, je pense aussi, par rapport à ce GIF et par rapport à la façon dont on envisage l'ingénierie des évaluations de la formation, c'est une approche qualité. Et notre approche qualité, on a essayé de la définir assez simplement à l'aide d'un paradigme. Au sens du plus, je viendrai sur la dia suivante, avec l'idée qu'il y a 4
vais vous demander un petit effort cognitif sur cette diapositive, parce que je vous demandais d'essayer de mémoriser ces quatre facteurs clés, plus les deux cadres qui vont apparaître, un cadre contextuel et un cadre axiologique en toile de fond. Essayez d'avoir ça en tête, parce que j'y ferai des références assez régulièrement dans les diacs qui vont suivre. Donc vous voyez, au centre de ces facteurs clés, les besoins des acteurs. J'en parlais hier à plusieurs reprises. S'intéresser aux besoins des acteurs, ça veut dire, par exemple, aussi co-construire avec eux les dispositifs d'évaluation. Tous ces acteurs, les parties prenantes, il y a les enseignants évidemment, mais il y a les étudiants, il y a tout ce qui occupe des enseignants, des étudiants graphiques comme personnes qui vont essayer d'offrir de l'appui pour le soutien aux apprentissages. Donc il y a toutes sortes d'acteurs clés qui, à un moment donné, ont des besoins et il s'agit d'en tenir compte dès le début et donc de les appliquer pour construire. Mais ça ne suffit pas. Dans une approche qualité telle qu'on la conçoit, il nous faut aussi des critères, des bonnes pratiques, validées par la recherche. Et donc si on n'a pas de critères ou d'indicateurs qui nous permettent de dire qu'on est en train de mettre en place un dispositif de qualité, on va naviguer dans le brouillard. Il nous faut donc être au clair par rapport à ces critères. Ça ne suffit pas. Il nous faut aussi, en bas à droite, des modèles théoriques et des modèles qu'on a développés en cycle de qualité, je vous dirai un mot aussi tout à l'heure, qui nous permettent alors de vraiment essayer d'imaginer la création d'un dispositif d'évaluation en termes de processus qualité, de cycle de qualité, on peut même parler de spirale qualité, dans la mesure où on essaie d'améliorer en continu la qualité des dispositifs d'évaluation. Et enfin, last but not least, il y a les ressources humaines et matérielles qui sont vraiment importants aussi. Les CDAP, ça fonctionne parce qu'il y a des équipes qui sont experts dans le domaine de l'évaluation et qui sont aussi équipés de matériel qui leur permettent de répondre aux challenges qui sont les leurs en termes d'évaluation, par exemple, des grands étudiants. Je disais, il y a un cadre contextuel en toile de fond. La façon dont on va mettre en place un dispositif d'évaluation dans une université en Bolivie va se rapprocher assez fort de la façon dont on pourrait mettre un dispositif d'évaluation au Maroc, par exemple, et il y aura des différences. Et ces différences sont probablement encore plus grandes si on se réfère à Lausanne, en Suisse, dans un contexte différent. Mais il n'y a pas que l'aspect géographique. Si on se réfère, par exemple, à ce qui se passe dans une entreprise, la façon de faire, le contexte est différent de ce qui se passe dans le milieu académique. Donc ce cadre contextuel est vraiment très important aussi. Et puis, encore une fois que ça, il y a le système des valeurs qui, à un moment donné, va aussi affecter tout ça. Les valeurs dans le monde de l'entreprise ne sont pas les mêmes que les valeurs dans le monde académique. Dans le monde de l'Afrique, comparé au monde de l'Afrique, les valeurs ne sont pas les mêmes non plus. Et donc, tout ça va impacter à un moment donné la façon dont on va concevoir le dispositif d'évaluation des points de. Donc, deux cadres en toile de fond et quatre facteurs clés avec le centre des besoins. Il faut avoir ça en tête. Bon, alors j'ai dit que c'est un paradigme, alors juste un petit mot sur un paradigme, qu'est-ce qu'on entend par paradigme? C'est un ensemble technique de procédures, de façons de faire, de voir les choses qui sont communs à un groupe donné. C'est pas moi qui les définis comme ça, c'est un épistémologue des sciences qui a à un moment donné défini le paradigme de cette façon-là, et ça nous convient bien, parce que ça nous donne notamment de la cohérence dans notre vision des choses, dans notre façon de faire, au niveau d'un groupe comme le GIE que je vous ai parlé tout à l'heure. Mais aussi par rapport à ces différents CDAP qui sont en train d'être créés à travers le projet Corétel, ça nous donne un cadre commun et en ce sens-là, un paradigme, c'est intéressant. Bien, alors ceci étant dit, massification. Alors, vous allez voir apparaître des graphiques à l'écran qui vous montrent comment sur la planète la massification dans l'enseignement supérieur est apparue au fil des décennies. Et là, j'ai des chiffres qui remontent aux années 70 et qui sont accessibles sur le site de l'UNESCO. Tout ça, vous avez un accès direct si vous voulez aller voir sur le site de l'UNESCO. Vous pouvez voir cette évolution à travers des graphiques aussi que je vous montre. Et dans ces graphiques qui vont se succéder, c'est intéressant de voir ces deux axes. Il y a un axe vertical qui parcourt l'océan Atlantique, et puis un axe horizontal qui montre bien cette fracture entre le nord et le sud. Mais vous voyez que dans les années 70, la situation était assez équivalente à quelques exceptions près sur la planète. Alors, comme vous allez voir du rouge sur la carte, ça veut dire qu'il y a peu d'étudiants qui sont engagés dans l'enseignement supérieur. Moins de 1
sur 2 étudiants sont dans l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur, quand on est dans le rouge. Quand on est dans le bleu, là, ça dépasse 50%. Et donc, plus on est dans le bleu, plus la situation, on va dire, montre qu'il y a de plus en plus d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Et on voit que dans les années 70, on est dans le rouge, un peu partout sur la planète. Puis, vous voyez qu'en 76, voilà, il commence à y avoir du bleu. En 10 ans après, en 86, il y a des bleus qui apparaissent aussi un peu partout, ce sont des chiffres de l'UNESCO. Et puis, on voit, par exemple, en 1996, on a du bleu dans l'Amérique du Nord, donc beaucoup d'étudiants engagés dans l'enseignement supérieur. On a du bleu aussi au niveau du continent australien, en bas à droite. Et puis on voit du bleu aussi apparaître en Europe. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'avec Jean-Michel et avec aussi Elio, on se rencontre parce qu'on a des problèmes communs, de grands groupes d'étudiants à évaluer dans l'université comme l'Université de Liège en Belgique. Et Elio prend contact avec nous parce qu'il est confronté en Amérique du Sud à un phénomène de ce type-là aussi dans son université. Et puis, voilà ce que ça donne aussi en 2006. Vous voyez que le bleu commence à apparaître encore un peu partout. Et puis, en 2016, c'était la dernière donnée disponible sur le site de l'UNESCO, on voit, par rapport à ces 2 axes dont je vous parlais tout à l'heure, une situation en Amérique du Sud qui a pas mal changé. Dans le Nord, on voit le bleu aussi. Et dans l'Afrique, et en particulier subsaharienne, on voit qu'il y a pas mal de rouge encore. Et donc cette situation-là montre, je pense déjà, dans un premier temps, tout l'intérêt qu'il y a à un moment donné à faire du transfert sud-sud. En termes de partage d'expérience et d'expertise, Emilio, qui vient d'Amérique du Sud, de Bolivie, on voit qu'il a été confronté à des problèmes de massification et qu'il a commencé à pouvoir y répondre dans le cadre de l'expertise qu'il a acquis. Et dans ce transfert nord-sud, il y a aussi un prévoir du transfert sud-sud. Et ça me paraissait important à souligner à ce stade-ci. Alors si on regarde cet autre graphique, on voit qu'en 2000 et en 2007, une évolution au niveau du nombre d'étudiants engagés dans l'enseignement supérieur, et on voit de nouveau, à mon avis, un argument en faveur de cette idée de transfert sud-sud, avec aussi un appui nord. Quand on regarde ce graphique, on voit qu'il y a, en gros, vous voyez, à gauche, à droite, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord. Au milieu, vous voyez différents bâtonnets qui reprennent en gros l'Afrique du Nord, une partie de l'Asie, l'Asie centrale, et puis l'Amérique latine. Et puis on voit qu'en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Ouest, là il y a encore il y a une augmentation du nombre d'étudiants, mais on n'est pas au même ratio que dans ces autres parties de la planète. De nouveau, pour moi, là il y a l'idée qu'on voit bien que l'intérêt faire du transfert sud-sud, et il y a de l'expérience qui s'acquiert et qui peut être à un moment donné intéressante à diffuser et à partager. Mais cette massification des étudiants, il faut aussi la mettre en perspective avec les budgets qui sont alloués à l'enseignement supérieur. Et ici, vous avez le cas de la France, que vous voyez la ligne verte vous montre le nombre, plutôt le budget consacré à l'enseignement supérieur en France, depuis 2008 jusqu'à 2018. Et on voit que ça se stabilise. Il n'y a pas une augmentation permanente du budget alloué à l'enseignement supérieur. Et vous voyez le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Et là, par contre, on voit que ça augmente très fort. Mais on voit que ça augmente très fort, le nombre d'étudiants, par rapport à un budget qui reste stable. Ce qui fait que, à la tête d'étudiants, le budget a diminué. Si on voit que le budget consacré par étudiant, au niveau d'un pays comme la France, il n'a pas augmenté, il a diminué au niveau de l'enseignement supérieur. Et ça va avoir un impact très fort par rapport à l'enseignement supérieur, la façon dont les profs vont devoir non seulement enseigner à leurs étudiants, ils vont devoir enseigner à de beaucoup plus grands groupes d'étudiants qu'ils ne le faisaient par le passé, et ils vont devoir les évaluer aussi, ces groupes. Et ça va poser de gros problèmes auxquels on essaie de s'attaquer avec le projet de projet. Enseigner, évaluer à de grands groupes d'étudiants, c'est ça. Il faut bien se représenter la chose à un moment donné. Là, c'est l'organisation d'un examen à plus de 400 étudiants dans un amphi à l'époque de l'Université de Liège, et où on essaie de trouver des solutions pour que les examens restent des examens de qualité. Les questions qui sont posées à ces étudiants, ce ne sont pas des questions de mémorisation. Au minimum des questions de compréhension, d'application, même d'analyse. Et tout ça avec des QCM, avec une technique par exemple comme celle des degrés de certitude, on peut atteindre des niveaux de qualité intéressants en termes de ce qu'on récolte comme information sur les acquis des étudiants
engagés dans l'enseignement supérieur. Alors, ça impacte les modalités d'évaluation, ces grands groupes, et on a mené une enquête fin des années 2000, début des années 2010, qui concernait l'Université de Liège, l'Université de Mons, deux universités belges, et l'Université de Montréal au Canada. Et le résultat de cette enquête montre ceci, c'est un des résultats. Vous voyez à l'avant-plan, ce sont différentes modalités d'évaluation qui sont proposées sur le graphique. Il y a des questions-réponses ouvertes longues, c'est le premier là, sur les différentes modalités. Et puis on a différentes autres modalités, dont les questions à choix multiple. Et puis on voit sur cette partie-ci du graphique la taille des groupes auxquels on confronte à un moment donné les profs quand ils doivent évaluer leurs étudiants. Il y a des groupes, de très petits groupes de moins de 25 étudiants, et puis on passe au bord, et on a des très grands groupes, là-bas au bout, de plus de 250 étudiants. Ces groupes-là, on voit que tout à coup, par rapport aux modalités d'évaluation, il y en a une qui est là, le gros bâtonnet en toile de fond là-bas derrière, qui sont les questions en choix multiple. Les enseignants sont obligés, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les questionnaires en choix multiple quand ils veulent évaluer d'aussi grands groupes d'étudiants. Et donc, là, l'idée, c'est, oui, si on est bien obligé de le faire, faisons-le avec un niveau de qualité maximal. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre des propositions au niveau de l'approche qualité qu'on défend dans le cadre du GE. Alors, comment on peut aider nos profs dans l'enseignement supérieur? Vous avez, en l'espace de 10-15 ans, vous êtes passé d'une cinquantaine d'étudiants à évaluer à 500 étudiants, à 600 000 étudiants dans certaines sections. Vous devez complètement changer la façon dont vous envisagez vos évaluations. Et là, à un moment donné, vous devez faire appel à l'aide. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ces centres d'appui aux évaluations, qui sont des équipes qui vous permettent alors à un moment donné de vous aider à mettre en place des évaluations de qualité pour de grands groupes d'étudiants. Le projet Corétel propose ça, et il y a par exemple pour Al-Jadida, l'université qui est à Al-Jadida, on a une équipe avec des personnes qui ont un rôle dans cette équipe, un coordinateur de l'équipe du centre d'appui aux évaluations, avec des personnes expertes en possibologie, en tout ce qui concerne l'expertise en évaluation, d'autres qui sont plus experts au niveau des systèmes techniques, qui à un moment donné vont permettre d'évaluer de grands groupes avec, par exemple, la méthode de maths. Et tout ça forme une équipe qui peut à un moment donné alors répondre à ce défi de la massification dans une université comme celle qui est à Al-Jadida, chouette plus quand même. Alors, je parlais aussi d'un passage d'une culture de l'évaluation à une culture de la régulation, de l'amélioration continue et de la responsabilisation. Et là, il y a un modèle très intéressant qu'on essaie aussi d'utiliser dans le cadre des projets qu'on mène, et notamment avec le CDAP, qui est le modèle Kirkpatrick, qui dit que oui, c'est bien, à un moment donné, on peut demander aux étudiants s'ils sont contents de la façon dont ils ont été enseignés, qu'ils ont été évalués, mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment aussi vérifier si les apprentissages sont là. Ça, c'est le niveau 2 dans le modèle de Kirkpatrick. Aujourd'hui, il y a de plus en plus aussi un fossé qui se creuse entre l'offre de formation et les compétences qui sont demandées sur le terrain. Et là se pose toute la question du transfert. Est-ce que ce qu'ils ont appris à l'université, ils l'appliquent dans le monde professionnel? Est-ce que c'est utile dans le monde professionnel? Toute la question de l'évaluation du transfert du niveau 1 applique. Et puis on peut aussi, au-delà, se poser la question du niveau 4, c'est est-ce que tout ça répond à ces besoins sociétaux auxquels on est confronté, les besoins des organisations dans lesquelles les étudiants peuvent se retrouver aujourd'hui en emploi, elles ont des attentes, parce que la formation qu'ils ont reçue répond à ces attentes, on est là sur le niveau 4. Et donc on a développé avec d'autres par le monde, ici vous avez un exemple de cycle de construction de gestion qualité qui permet alors d'envisager le processus de création de l'évaluation à l'aide d'un cycle qualité et de se demander quelles sont les différentes étapes par lesquelles on devrait passer pour maîtriser toute une série de critères de qualité pour qu'à l'arrivée on ait des dispositifs d'évaluation qui donnent des données fiables, qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui soient des dispositifs valables sur le plan de
la stricte qualité d'évaluation possible. On reprend la dossiologie. Là, c'est un exemple de site pour le niveau 3 d'évaluation du transfert qu'on a développé avec mon collègue Yves Chauchard de l'Université du Québec à Montréal. Alors, un autre élément contextuel de révolution dans laquelle on est aujourd'hui, c'est celle de la technologie de l'information et de la communication. Et c'est clair qu'on n'est plus obligé aujourd'hui d'être dans la même salle que le prof. Je pense qu'il y a quelques-uns qui regardent à distance en ce moment. On n'est plus contraint non plus par l'unicité de temps. On peut désynchroniser le moment où il y a un cours qui est donné par un prof et le moment où les élèves le reçoivent. Ça peut se faire à distance, c'est pas forcément au moment où le prof le donne. Et donc là, on est dans une perspective tout à fait révolutionnaire par rapport à l'enseignement. Il faut de plus en plus prendre en compte, notamment aussi quand on est dans la phase d'évaluation des acquis des étudiants. Et du coup, ça nous amène à parler de plateformes qui sont dédiées à cela. Je pense que vous connaissez tous les LMS, les Learning Management Systems, qui permettent de faire de l'e-learning, mais c'est probablement moins encore ancré aujourd'hui l'idée qu'il y a aussi des Assessment Management Systems qui font de l'e-assessment. Et pas forcément que de l'e-assessment, qui peut aussi envisager de faire de l'évaluation classique par le paiement, mais soutenu par tout un dispositif, une plateforme qui permet de gérer la création de cette évaluation avec, on espère, un certain niveau de qualité. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la plateforme Docimo. Vous voyez ici à l'écran de la plateforme Docimo, qui est massivement utilisée à l'Université de Hasselt en Belgique, à la faculté de médecine, et qui instrumente le cycle de construction et de gestion qualité pour le niveau 2 de l'évaluation des apprentissages dont j'ai parlé juste avant. Et donc là, si vous vous souvenez du modèle, du paradigme de l'approche qualité dont je parlais, on est sur les modèles qui permettent d'utiliser, quand on parle de cycle de construction et de gestion qualité, cette approche qualité. Et là maintenant, je vous parle des ressources matérielles qui sont un autre facteur clé pour une approche qualité qui se mette en place. Et ces ressources matérielles, comme celle que vous voyez là, la plateforme Docimo, un Assessment Management System, il est créé pour essayer de maîtriser une série de critères de qualité en évaluation qui sont un autre facteur clé dans le paradigme que je vous ai posé tout au début de la présentation. Et on voit aussi qu'on peut, à un certain moment, poser des questions non seulement en ligne, mais aussi utiliser les mêmes questions, une banque de questions qu'on a créée à l'aide de cette plateforme, en travail collaboratif, où les partenaires de la construction du dispositif d'évaluation ne sont pas obligés d'être dans le même local. Ils peuvent travailler dans des endroits géographiquement différents. Ils peuvent travailler à des moments différents sur une même banque de questions. Et ça rend les choses très puissantes aujourd'hui par rapport à l'élaboration des dispositifs d'évaluation de qualité. Et un exemple de ce qu'une plateforme AMS, Assessment Management System, permet de faire, avec une même banque de questions créée en ligne avec des collaborateurs à différents endroits qui collaborent à différents moments et sur une même banque de questions par rapport à un même contenu de cours. Dans un premier temps, les évaluateurs, après avoir créé la banque de questions, maîtriser toutes les séries de critères de qualité liés à cette création de cette banque de questions, vont pouvoir générer un formulaire, un questionnaire qu'ils vont cliquer en temps d'exemplaires pour les étudiants, un mélange de questions, de gens. Et puis alors les étudiants vont répondre en deuxième étape sur des feuilles spéciales de lecture de marque, s'ils sont 3000 dans un ampli. On a 3000 feuilles qui permettent aux étudiants de répondre sur les formulaires. Ce formulaire qui peut être lu par un matériel spécial, un lecteur de marque, qui va relire ça en un quart d'heure, avec un niveau de qualité qu'on n'aurait pas avec l'armée d'encodeurs, le tas d'encodeurs. Le système permet de le faire avec un haut niveau de fiabilité. Il va générer un fichier qu'on va réintroduire sur la plateforme Docimo, qui va faire des traitements. On va pouvoir faire encore des contrôles qualité sur la qualité des questions. On va peut-être se rendre compte qu'il va falloir supprimer une autre question, un aménagement, pour rendre les résultats encore plus fiables. Et puis avec cette plateforme Docimo, cet Assessment Management System, on va générer des feedbacks qui vont être diagnostiques, qui vont permettre à l'étudiant de lui donner un feedback du type le premier chapitre c'était très bien, le deuxième chapitre c'était pas terrible. Plutôt sur le deuxième chapitre, il va falloir que tu revoies. On va même pouvoir lui dire des questions où il s'agissait de mémoriser ou de comprendre, ça va très bien, mais dès qu'il faut analyser, quand on regarde toutes les questions d'analyse, il y a un souci. Et donc on peut envoyer des feedbacks
extrêmement diagnosticateur de ce genre de système, feedback qui sont accessibles en ligne et qui permettent à l'étudiant de se connecter quand il veut pour voir le feedback, faire le point sur où il en est dans ses apprentissages et s'en servir pour améliorer encore ses apprentissages. Alors, quand on place maintenant dans le contexte des pays du Sud, c'est très bien tout ce que je viens de raconter, mais la situation devrait être la même en Afrique subsaharienne. L'accès aux équipements, la capacité à utiliser les équipements, les coupures de courant qu'on met au Congo et que à un moment donné, on va collaborer avec les partenaires et les fonds, c'est infernal. Et donc, on est confronté à toute une série de soucis d'infrastructure. Et ça rend d'autant plus nécessaire d'avoir des programmes comme les capacités publiques pour aider ces pays-là à s'en et à pouvoir bénéficier de certains. Et donc, de nouveau, le projet de Créteil, il se situe dans cette idée-là de transfert sur-Sud du Nord pour essayer d'améliorer la situation, de développer une approche qualité dans l'évaluation, là où la massification fait que les enseignants sont face à des contraintes impossibles si on ne les aide pas avec des centres d'appui aux évaluations, tels que les quatre qui sont en train d'être créés ici au Maroc. Bien, alors, en conclusion, vous avez bien en tête les différents facteurs clés de l'approche qualité, des deux cadres en toile de fond. Je vous ai parlé de solidarité, de ressources partagées entre le Sud et le Nord. Là, on est sur le cadre axiologique, le cadre des valeurs. Quand on fait référence à la massification, on est sur des cadres contextuels. La massification n'est pas la même, vous l'avez vu sur les différents graphiques, par exemple en Amérique latine, qu'en Afrique subsaharienne. Les critères de qualité, si j'avais eu le temps, j'aurais bien aimé vous parler de ces critères de qualité, mais malheureusement on n'a pas le temps, mais les équipes des CDAP sont très au fait de ces critères de qualité, et alors tournez-vous vers elles pour avoir plus d'informations, à la fois sur ces critères de qualité et sur les cycles de construction et de gestion de qualité des dispositifs d'évaluation, ainsi que les ressources qu'ils utilisent, et qui sont prêts à partager. Cycle de construction et de gestion de qualité, vous avez eu un exemple tout à l'heure, c'est un autre facteur clé important dans notre approche, dans notre paradigme de l'approche qualité. Et enfin, et c'est vraiment la pièce qui va faire que tout ça va tenir et va permettre à un moment donné de vraiment faire des avancées dans le domaine, ce sont ces centres d'appui aux évaluations avec des experts et avec des experts qui ont de l'équipement pour pouvoir répondre aux défis de cette certification. Voilà, c'était Madame Nelia et je vous remercie pour votre attention.